Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. On est à 10 jours des élections départementales et François Hollande dit que quel que soit le résultat, il ne changera rien à sa politique. Est-ce que ça vous agace? Non, je crois qu'il ne dit pas la vérité. Il aggravera sa politique. Parce qu'au mois d'avril et de mai, il doit suivre la feuille de route de la Commission européenne. Et donc, à partir de avril et mai, la situation va être pire qu'elle est aujourd'hui. C'est ça la vérité. En particulier dans le domaine de la santé, puisque c'est dans l'actualité. On prévoit qu'il y aura encore quelque chose comme 20 000 emplois supprimés. C'est-à-dire que le système de santé français va être à la limite de l'effondrement. Il suffit de s'approcher de Mais lui dit l'urgence. que sa politique commence à porter ses fruits. Le chômage a baissé en janvier, la croissance repart. Dans Non ces mais conditions, M. il dit, Sicard, changer. un peu de retenue journalistique tout de même. Le chômage n'a pas baissé. Ce sont les chiffres qui se présentent différemment, tout le monde le sait. C'est ce qu'a fait François Hollande. Hein. Oui, c'est ce qu'il dit lui. Oui. D'accord, oui, on n'est pas obligé de le croire, la preuve. Non, je pense que la situation dans l'Europe n'est pas bonne, d'une manière générale, parce que ces politiques qui ont pour origine l'Allemagne, c'est le gouvernement allemand qui impose ça à tout le monde, nous conduisent vraiment à un désastre. Et on le voit bien, puisque partout c'est la récession, partout c'est l'augmentation du chômage. Enfin, faut atterrir là, les amis. En ce moment, il n'y a pas d'embellie, il y a une situation tragique pour des millions de personnes sur le vieux continent. Alors vous dites en plus, ce sont des élections pour lesquelles finalement on ne sait pas très bien pourquoi on vote. De toute façon, j'invite quand même les gens à se mobiliser et à faire acte de citoyenneté. Mes camarades sur le terrain se démènent de toutes leurs forces, mais ils ont une difficulté énorme. On n'y comprend rien. Les cantons ont changé de taille, ils ont changé, le mode de représentation n'est plus le même, et l'Assemblée nationale, le Parlement en général, parce que l'Assemblée a eu une première lecture, n'a pas fini de définir quels sont les pouvoirs de ces prochaines assemblées. Et le bras droit de M. Manuel Valls, Carlos da Silva, a déclaré que les départements avaient vocation à disparaître. Donc c'est jamais vu comme situation de chaos démocratique. Et vraiment, je le redis, je ne sais comment me faire entendre, il faut maintenant que le peuple français se mêle de l'organisation des pouvoirs publics en France à travers la convocation d'une constituante, une nouvelle règle du jeu que le peuple fixerait, non pas des gens dans des bureaux. À la fin, on ne comprend plus rien, on ne sait plus dans quelle démocratie on vit. Alors, vous savez, c'est déjà pas simple à suivre. Alors, si on rend les choses encore plus difficiles, on provoque en quelque sorte le rejet du peuple hors de ses droits démocratiques. En attendant, Manuel Valls cible le Front National. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il était en train de faire de Marine Le Pen le centre de cette élection? Alors, d'abord, j'ai une certaine amertume, parce que quand moi-même je le faisais, aux élections de 2012 et puis ensuite à Hénin-Beaumont, on m'a dit tout sur moi, que je centralisais Madame Le Pen, que je lui donnais de l'importance et tout. Non, aujourd'hui, ce que fait Manuel Valls, c'est quelque chose de très cynique. Il désigne le Front National comme le vainqueur d'avant des élections, on se demande pourquoi on vote d'ailleurs, de manière à encourager les électeurs du Front National, et surtout ceux de droite, à aller voter pour le Front National. Donc, ça, soi-disant peur, c'est surtout une opération de siphonnage. Donc vous dites que c'est contre-productif? Je dis que c'est un cynisme absolu, parce que on n'a jamais vu une chose pareille, qu'on affaiblisse un adversaire politique ou un concurrent, ou dans la vie démocratique c'est comme ça, en passant son temps à dire qu'il va gagner. Parce que ça réconforte ses partisans, et surtout ça pousse les gens de droite à se dire si on veut vraiment ennuyer les socialistes, il faut aller voter Front National. Donc ils organisent en quelque sorte un petit jeu dans lequel les rôles sont répartis et où le Front National est le système et l'outil qui permet de verrouiller le système. Est-ce que ça conforte Marine Le Pen quand elle dit le véritable choix c'est entre le Front National et tous les autres? Bien sûr qu'il l'aide. C'est une manière aussi de nous sortir, nous, le Front de gauche et nos alliés du paysage. Ils aimeraient tant que ça se passe entre eux. Alors donc les Français auraient à choisir entre la guerre civile avec le Front National, l'austérité sans fin avec le Parti Socialiste, ou sinon l'austérité sans fin avec l'UMP. Comme ça, ils seraient entre eux et les Français n'auraient en réalité aucun choix. D'ailleurs, vous remarquez que l'abstention est à un tel niveau qu'on voit bien que les Français n'acceptent pas cette répartition des rôles et ne s'y reconnaissent pas. Donc moi je demande de l'aide, c'est normal, on est en période électorale, aidez-nous, aidez nos candidats pour qu'on rompe ce système. Pardon ? De l'aide à qui ? Aux candidats du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts, puisque souvent nous présentons nos candidats ensemble, de manière à rompre ce petit... De temps en temps, mais pas toujours, c'est pas très clair.
Non, c'est pas très clair, ça vous avez raison. Rien n'est clair dans cette élection. Mais ce qui est en préparation, là, On dit même que les Verts pourraient rentrer au gouvernement après les élections. Je ne sais pas, je ne fais pas partie de l'état-major des Verts. Ce que je sais, c'est que dans la moitié des cas, les Verts sont candidats avec les nôtres, avec ceux du Front de gauche. Donc, pour nous, c'est une construction politique pour l'avenir et on espère qu'à partir de là, nous pourrons aux prochaines élections présenter une nouvelle formule politique aux Français pour sortir. C'est ce que vous appelez l'alternative à gauche ? Oui, on va dire une alternative pour le pays, parce que vous savez, au point où on nous l'a rendu, la question est moins de savoir si notre projet est un projet de gauche que de savoir si c'est un projet bon pour le pays. Il faut absolument sortir le pays de la mouise dans laquelle il est. Enfin, il y a 6 millions de personnes qui émargent au chômage, soit qu'ils aient travaillé quelques heures dans le mois, soit qu'ils n'aient pas pu travailler du tout. Nous avons une misère qui est galopante, hein, non seulement en France, mais aussi dans le soi-disant modèle allemand. Il y a 12 millions de pauvres en Allemagne. Et vous voyez que le vieux continent va très mal, et en plus, il y a un risque de guerre. Donc chacun doit faire l'effort de sortir de la pure et simple critique pour passer à la proposition et à des choses qui sont bonnes pour tout le monde. Personnellement, je ne parle pas que pour mes amis, j'essaye de parler pour tous les Français. Et il y a un sujet qui vous concerne. En 2012, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé, vous avez accusé d'accointance antisémite parce que vous êtes un proche de Mikis Theodorakis, le compositeur. Mais je ne suis pas un proche de Mikis Theodorakis. Il m'avait soutenu, c'est un grand musicien. Oui. Voilà, ils ont été condamnés. Oui, mettez pas 2 heures pour dire un truc qui n'est pas vrai. Ils ont été condamnés. Je ne suis pas un proche de Mikis Theodorakis, et c'est pas que je veuille me défendre de lui. C'est un vieil homme qui a écrit une très belle musique, notamment l'hymne du Parti Socialiste. Alors, il déclare qu'il me soutient en 2012. Moi, j'en étais flatté, comme je pense que beaucoup de gens le seraient, en apprenant qu'un bon musicien le soutient. Et là-dessus, tout le monde me tombe dessus, en citant des phrases qu'il aurait prononcées, enfin, je ne sais quoi. Bref, tout ça pour m'accuser, moi, d'antisémitisme. Alors, j'ai porté plainte parce que je trouve que tous les coups ne doivent pas être permis contre moi, même si j'en prends beaucoup. Hein. Mais je pense que l'antisémitisme, c'est un délit, c'est pas une opinion. Donc c'est très grave d'accuser quelqu'un d'avoir commis un délit. Et il y a, c'est une accusation sérieuse, l'antisémitisme. Ça ne doit pas être l'espèce de jouet de confort de certaines personnes qui s'en servent comme rayon paralysant pour montrer du doigt tel ou tel autre. Alors la justice a pris une décision qui n'est pas tant une décision favorable à Jean-Luc Mélenchon, en disant oui, M. Mélenchon a été diffamé, il n'est pas antisémite, qu'une décision pour rappeler la gravité de l'antisémitisme et de l'accusation d'antisémitisme. Alors maintenant, je dis à tous ceux qui me cherchent pouille, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais pas me traiter d'antisémite. Et il vous en cuira si vous essayez de le faire, qui que ce soit, y compris des représentants de la prétendue du CRIF qui, en général, m'accuse d'antisémitisme pour un oui, pour un non. Non, c'est sérieux, c'est grave, un délit est un délit. Merci. Merci. William. Merci, messieurs. Dans quelques instants, l'actualité de la mode avec Isabelle Chalençon dans des lieux prestigieux.